Bonjour, dans ce premier TD, TD1, destiné aux étudiants au niveau Master 1 en physique, on va se concentrer sur quelques aspects de la théorie des probabilités utiles à la physique statistique. La physique statistique est basée sur l'utilisation des probabilités pour étudier les phénomènes collectifs, chaotiques, et donc les phénomènes émergents en physique. Voilà, donc le premier exercice, c'est l'étude de ce qu'on appelle la loi normale. Donc la loi normale, c'est cette distribution de probabilité représentée ici en rouge, qu'on appelle aussi la distribution gaussienne de probabilité. Donc voici la définition précise. Si on considère une variable aléatoire réelle, ça signifie un nombre x réel qui peut apparaître de façon aléatoire, et bien la loi normale, qui est notée n mu sigma 2 et qui dépend de paramètres mu réel, qu'on appellera la moyenne, on verra pourquoi, et sigma carré positif s'appelle la variance, et bien cette loi normale, c'est la mesure de probabilité donnée par cette expression. Donc c'est la mesure uniforme des x fois ce coefficient qui, vous voyez, est une gaussienne, une fonction gaussienne. Les paramètres mu et sigma apparaissent ici dans l'expression. Et c'est une fonction de x. Alors, une remarque importante pour la suite de tous ces TD, c'est qu'il y a plusieurs termes équivalents qui signifient la même chose. Donc, une mesure de probabilité, c'est donc une distribution qui dépend de x ici, mais on peut utiliser les termes suivants qui sont équivalents. On peut appeler ça distribution de probabilité, ou fonction de distribution, ou loi de probabilité. Donc c'est la même chose de dire que là on a la loi normale, ou une mesure de probabilité gaussienne. Le coefficient z ici va être calculé dans la suite. Il servira à normaliser la loi, à faire en sorte que cette fonction, la surface sous cette fonction est égale à 1. Et voilà, donc on rappelle tout d'abord la signification d'une mesure de probabilité, et qui est représentée sur ce schéma. Alors on rappelle tout d'abord la signification d'une mesure de probabilité, ou d'une loi de probabilité. Pour cela, on va regarder une petite expérience numérique. Voilà, pour la réaliser, on utilise un petit programme Python que vous obtenez en cliquant ici. Alors voici l'expérience que vous obtenez en cliquant sur ce GIF animé. Voilà, donc supposez que x est une variable aléatoire, que l'axe des x a été divisé de façon arbitraire en petits intervalles. Et donc chaque fois on fait n expériences. Là on a fait une expérience, et donc on a obtenu une valeur de x aléatoire. On regarde dans quel intervalle cette valeur de x appartient, et on met une valeur 1 dans cet intervalle. Donc là c'est renormalisé, il ne faut pas en tenir compte, mais il y a un résultat qui est dans cet intervalle. On fait l'expérience suivante. Donc n égale 2, on a fait deux expériences, et là la deuxième valeur de x est tombée dans ce petit intervalle. Une troisième expérience, une quatrième, etc. Vous voyez, donc au départ, bien sûr, les valeurs de x tombent dans des intervalles différents, mais il se peut que une valeur de x tombe dans un intervalle qui a déjà été obtenu, et ça va, voilà, comme ici, ça augmente l'histogramme. Et ensuite, on collecte comme ça le nombre de fois où x tombe dans un intervalle donné, au bout de grand N expériences. Eh bien, si l'histogramme en bleu obtenu converge vers une courbe donnée, on dit que cette courbe est la loi de probabilité, ou la mesure de probabilité de l'expérience aléatoire. Voilà, donc dans cet exemple, c'est une loi gaussienne, ou une loi normale, centrée en 0, et on verra de largeur sigma égale 0,1 dans cet exemple. Alors, la première question, c'est tracer l'allure de la densité de probabilité P de x.
donc de cette fonction ici qu'on appelle fonction gaussienne. Donc voici la réponse. Le fichier est téléchargeable sur la page web. Donc p de x est cette expression, c'est une fonction de x, et ça dépend des paramètres donnés, mu, qui est un nombre réel, et sigma, un nombre positif. Et bien cette fonction est une gaussienne, représentée ici. On observe, donc z est une constante qu'on calculera ensuite. Mais on observe que cette fonction est maximale lorsque x égale mu. Donc on appelle mu la moyenne de cette distribution. Et on observe aussi que la largeur typique est de l'ordre de sigma qui apparaît ici pour la raison suivante. En effet, lorsque l'écart x moins mu est plus petit que sigma, eh bien le rapport ici est proche de 0 et exponentielle de 0 fait 1. Autrement dit, on est encore sur le sommet de cette courbe. Lorsque x moins mu, l'écart est plus petit que sigma. Et lorsque x moins mu est plus grand que sigma, ce rapport est grand devant 1 et l'exponentielle de moins un nombre grand devant 1 est très proche de 0. Ça signifie qu'on est plutôt loin de la bosse. La fonction vaut presque 0. Donc on conclut de cette observation que sigma qui apparaît ici correspond à la largeur effective de cette courbe gaussienne. On appellera sigma l'écart type. La question suivante, c'est de calculer la constante de normalisation z qui apparaît dans la formule. Donc ici. On nous donne une aide en bas de page. Ici. On nous dit qu'il faut que l'intégrale de p de x dx égale 1. La raison, c'est que l'intégrale sur tout r de p de x dx, d'après la définition, c'est la probabilité pour que x soit sur r. Mais en effet, x est aléatoire, mais forcément il est quelque part. Donc la probabilité totale est égale à 1. C'est ce qu'on appelle la normalisation de la loi de probabilité. Techniquement, pour calculer cette intégrale et trouver z, on va utiliser la formule de Gauss, l'intégrale de Gauss. Intégrale sur r de exponentielle moins x2 dx égale racine de pi. Alors en cliquant sur la page de Wikipédia, vous aurez la démonstration de cette formule, qui est intéressante à connaître. Et sinon, en utilisant un logiciel de calcul formel, comme celui XCAS en cliquant ici, vous pouvez vérifier cette formule aussi. Allons voir. Donc on met ici la formule. Entrée. Voilà, ça nous donne bien racine de pi pour l'intégrale de exponentielle moins x2, x compris entre moins l'infini et l'infini. Donc à l'aide de cette formule de Gauss, on va répondre à la question, c'est-à-dire calculer la constante de normalisation grand Z. On l'appelle grand Z, on verra très souvent des constantes de normalisation en physique statistique, parfois lorsqu'elles dépendent de paramètres, comme ici, on les appelle fonctions de partition. Alors voici la réponse. Donc on souhaite que l'intégrale de p de x dx est égale à 1. Or p de x, c'est cette gaussienne divisée par z. On passe z de l'autre côté de l'égalité. Donc z est égal à cette intégrale ici. On fait un changement de variable. Donc on pose tout ça égale x carré. Donc x, c'est la racine carrée de cette expression. C'est donc 1 sur racine de 2 x moins mu sur sigma. Pour effectuer le changement de variable, passant de petit x à grand x, on calcule la différentielle. Donc d'après cette expression, d grand x, c'est 1 sur racine de 2 sigma fois d petit x. On peut donc remplacer d petit x par d grand x, ce qui nous fait apparaître racine de 2 sigma devant l'intégrale, et on remplace exponentielle de cette expression par exponentielle moins grand x2. Et là apparaît l'intégrale de Gauss qui vaut racine de pi. Donc au final, on termine que grand Z, c'est racine de 2pi fois sigma. La question suivante, c'est de calculer l'espérance de la variable aléatoire x, ce qu'on appelle aussi sa moyenne. Donc il y a deux notations équivalentes pour cette notion de moyenne ou espérance. Plutôt en mathématiques, on notera E de x, l'espérance ou la moyenne, et en physique, crochet x. Et donc la formule est toujours la même. Il faut prendre chaque valeur de x possible et multiplier par la probabilité qu'elle apparaisse.
est sommé sur toutes les éventualités. Donc ça nous donne cette formule que l'espérance de x, c'est l'intégrale sur R de x fois p de x dx. On nous demande par la même occasion de calculer la variance. Donc la variance de x, on prend la variable aléatoire x, on soustrait son espérance, on met au carré. Autrement dit, ça mesure l'écart de x à sa moyenne au carré pour avoir un résultat positif, et on prend ensuite l'espérance de cet écart au carré. Donc la variance, autrement dit, mesure les fluctuations au carré, la moyenne des fluctuations des écarts au carré. Donc intuitivement, c'est que la moyenne ici c'est 0, vous voyez, pour x, mais les valeurs de x, elles peuvent fluctuer autour de la moyenne, de 0. Donc les écarts, typiquement ici, on voit qu'ils varient entre 0,1, 0,2 ou moins 0,1, 0,2. Lorsqu'on met au carré, ça nous fait un nombre positif, et on va calculer en moyenne ces fluctuations. C'est ça la notion de variance. Pourquoi il y a un carré? C'est pour des raisons juste pratiques. Le carré, c'est plus pratique que la valeur absolue. Comme x2, c'est une fonction dérivable, alors que la valeur absolue n'est pas dérivable. Donc c'est juste une raison pratique, et très souvent ensuite on prend la racine carrée de ça pour avoir ce qui s'appelle l'écart type. Alors allons voir la correction. Donc par définition, la moyenne ou l'espérance c'est l'intégrale de x p de x dx. Pour faire cette intégrale, l'idée c'est encore de faire un changement de variable. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace x par x moins mu plus mu, on a le droit de le faire, et on sépare donc l'intégrale en deux intégrales. X moins mu, p de x dx, plus mu, p de x dx. Mu, c'est une constante. Cette première intégrale, ici, vous voyez, en fait, c'est l'intégrale d'une fonction impaire. En fait, là, on passe de ici à là en faisant le changement de variable. On remplace x moins mu par x. Donc, x moins mu est remplacé par x, et là, donc, x est remplacé par x plus mu. Et dx reste dx. Et on s'aperçoit que là, on a x, qui est une fonction impaire, et p de x plus mu, lorsqu'on regarde l'expression, si on remplace x par x plus mu, il nous reste ici x carré. Donc, ça nous fait une fonction paire. Donc, une fonction paire fois une fonction impaire, c'est une fonction impaire, autrement dit, qui a une symétrie et change de signe par rapport quand on change x en moins x, et donc cette intégrale est nulle. Et ensuite, il nous reste donc que la deuxième intégrale, mais intégrale de p de x dx par définition c'est égal à 1, donc il nous reste mu. Voilà, donc on a démontré que l'espérance c'est égal à mu. Calculons maintenant la variance. Donc c'est la moyenne de x moins mu au carré. Et donc par définition, il faut prendre x moins mu au carré fois p de x dx que l'on intègre. Donc ça c'est encore une intégrale de type gaussienne. Donc pour le faire, on va encore faire le même changement de variable que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on remplace x par grand X, donné par cette formule. Donc dans p de x, il y a 1 sur z, le z apparaît ici, exponentielle de moins grand x2, comme tout à l'heure. Le petit dx est remplacé par dx, fois le facteur racine, divisé par le facteur racine de 2 sigma qu'on retrouve ici devant l'intégrale. Et ensuite, x moins mu carré, et bien d'après cette définition, c'est x grand X au carré fois 2 sigma carré. Donc ça nous donne ce facteur ici, au carré. Alors, il faut calculer cette intégrale gaussienne. Alors pour ça, il y a une aide dans le texte. Ici, on nous dit que l'intégrale entre 0 et l'infini de x2 exponentielle moins x2 dx, c'est racine de pi sur 4. Et donc, si l'on revient au corrigé, donc ça implique que cette intégrale, c'est racine de pi sur 4 fois 2, donc racine de pi sur 2. Voilà, et donc, finalement, ça nous dit... si on prend tout ça, on avait calculé que z c'était racine de 2pi fois sigma, donc ça se simplifie avec ce sigma, le racine de pi se simplifie avec celui-là,
Le racine de 2 se simplifie avec lui. Et ensuite, la racine de 2 au carré, ça fait 2 qui se simplifie avec ça. Au total, il reste que sigma carré. Voilà, donc il y a une typo ici qui sera corrigée. La variance est sigma carré et pas sigma. Bon, voici une autre technique mathématique pour voici la technique mathématique pour calculer cette intégrale. Si on ne sait pas que c'est racine de pi sur 2, comment le retrouver? L'idée toute simple, c'est de rajouter un nouveau paramètre ici alpha dans l'exponentielle. Ainsi, quand vous dérivez par rapport à alpha, ça fait sortir le coefficient y2 ici de l'exponentielle. Et à la fin, on pose alpha égale 1 sur le résultat pour obtenir que cette intégrale, c'est bien racine de pi sur 2. Voilà, donc la première question nous a conforté sur l'idée que la moyenne de cette distribution, c'est le paramètre mu. Dans cet exemple, c'est 0. Et sigma, ici, correspond à la racine carrée de la variance. Donc c'est l'écart type, c'est la largeur de la distribution. Passons à la question 2. On considère maintenant deux variables aléatoires indépendantes, x1 et x2. Chacune, c'est une loi gaussienne de moyenne 0 et de variance sigma carré donnée, de même variance. Donc autrement dit, à chaque expérience, x1 et x2 sont des nombres aléatoires indépendants l'un et l'autre. Et donc on peut considérer x1 et x2 comme les coordonnées d'un point x sur le plan R2. Donc c'est un point aléatoire. Et on va appeler R la distance entre ce point et l'origine. Donc la norme du vecteur x. Et la question, c'est de trouver la loi de probabilité de cette variable R. Donc vous avez des points tirés au hasard sur le plan. Chaque coordonnée est distribuée selon une loi gaussienne et on vous demande la distribution, la loi de probabilité de R, la distance à l'origine. Alors une aide, c'est de passer des coordonnées cartésiennes x1, x2 aux coordonnées polaires rθ et de s'intéresser donc à la variable R. Donc voici la correction. Donc maintenant qu'on a deux variables aléatoires x1 x2, on considère le couple x1 x2 comme une variable aléatoire à deux composantes. Et la mesure de probabilité, c'est donc la densité P de x1 x2 dx1 dx2. Et donc par hypothèse, c'est le produit des mesures de probabilité pour x1 et pour x2. Donc le produit de ces deux distributions normales. Donc voici le schéma. Donc x1 et x2 sont aléatoires, ça donne un point aléatoire et on s'intéresse non pas à la direction θ, mais seulement à la distance r à l'origine, qui est aussi une variable aléatoire. R peut parfois être tout petit, parfois être très grand. Voilà, alors on va utiliser les coordonnées polaires. x1 c'est r cos θ et x2 c'est r sinus θ d'après ce schéma. Et alors, vous savez que lorsque vous différenciez ces deux expressions, eh bien dx1 dx2 c'est égal à r dr dθ. Une façon graphique de l'observer, c'est que dx1 et dx2 c'est la surface élémentaire d'une petite variation, mais c'est aussi r dr dθ. Parce que dr c'est la variation radiale et r dθ c'est la variation de longueur angulaire. Voilà, donc en faisant le changement de variable, la loi de probabilité peut s'écrire comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la variable θ, comme on l'a dit, mais seulement la variable r. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est juste la mesure de probabilité P de R dr, et trouver cette formule pour P de R. Eh bien, on va dire que R est fixé dans cette expression. On s'intéresse à une valeur de R donnée, et θ peut varier entre 0 et 2π. Et donc, on écrit que P de R dr, vous voyez, d'après cette expression, c'est l'intégrale de cette distribution, P, avec R fixé. Donc, on remplace par cette expression. Donc là, vous voyez à nouveau P de x1, x2, fonction de x1, x2. Là, on a répété R dr dθ. Simplement,
R est fixé. Donc R dr, c'est quelque chose de fixé. On n'intègre pas sur R, on intègre seulement sur la variable θ. Donc c'est l'intégrale qui est entre parenthèses ici. Et alors on remplace maintenant P de x1, x2 par son expression, qui était cette formule gaussienne. Et donc il apparaît 1 sur z2, exponentielle de cette somme d'expressions. Donc c'est écrit là, 1 sur z2, exponentielle de... Et alors si on regarde bien, il y a 1 sur 2 sigma 2 en bas, et en haut il y a x1 carré plus x2 carré, mais x1 carré plus x2 carré c'est égal à R2. Donc ça nous fait exponentielle de moins R2 sur 2 sigma 2. Voilà, et donc je répète, on intègre seulement sur θ, mais l'expression ne dépend pas de θ, donc l'expression elle reste, et l'intégrale sur θ donne le facteur 2π. Donc ça nous donne ce résultat, où il apparaît toujours R dr, et donc par identification, on a la densité de probabilité pour la variable R. Donc P de R, c'est égal à ce coefficient ici. Voilà, donc ce qui est important là-dedans, ce ne sont pas les constantes, mais c'est comment cette loi dépend de R. Donc on va dire que cette loi, c'est P de R, c'est R fois exponentielle moins R2 sur 2 sigma 2, avec une constante de normalisation. Et voici la courbe que cela donne. Donc c'est encore, là il y a une gaussienne, vous voyez, mais c'est pas seulement une gaussienne parce que c'est multiplié par R. Donc lorsque R est égal à 0, cette fonction s'annule. Vous voyez, quand R tend vers l'infini, ce terme tend vers 0 et domine. Donc c'est une fonction qui s'annule ici, qui augmente et qui retend très vite vers 0. Alors, donc cette distribution s'appelle la distribution de Maxwell et on nous pose ici la même question dans l'espace R3. Autrement dit, on considère un point aléatoire dans l'espace à 3 dimensions, R3, de coordonnées x1, x2, x3, où x1, x2, x3 sont 3 variables aléatoires distribuées selon la loi normale. Voilà, x1, x2, x3 sont 3 variables aléatoires indépendantes selon une loi normale de moyenne 0 et de variance sigma 2 donnée. Donc la démarche, le calcul est le même. Ça veut dire que la probabilité du point x de coordonnées x1, x2, x3, c'est le produit des mesures de probabilité. Donc c'est les densités ici qu'on a multipliées fois dx1, dx2, dx3. Et pour avoir la loi seulement de la coordonnée radiale, r, eh bien, il faut intégrer cette mesure de probabilité sur toutes les directions possibles en gardant r fixé. Donc pour cela, on effectue un changement de variable. On passe des coordonnées cartésiennes x1, x2, x3 aux coordonnées sphériques r, θ, phi. Alors vous savez que la mesure de volume élémentaire s'écrit comme ça, en 3 dimensions, R2 dr sinus θ dθ dφ, et on va faire l'intégrale à R fixé. Donc R2 dr va rester, et on intègre seulement cette partie-là. Alors vous savez que ça donne une constante qui est égale à 4π, mais ici on ne s'en occupe pas, seulement on utilise le fait que c'est une constante qu'on appelle 1 sur ZR, les constantes. Ce qui est important, c'est qu'il reste R2 dr, qu'on réécrit ici, fois cette exponentielle de moins R2 sur 2 sigma 2. Et voilà, donc le calcul n'est pas vraiment compliqué, et le résultat est important, c'est que la loi de probabilité pour la variable radiale, dans l'espace à 3 dimensions, c'est cette courbe-là, qui, lorsque R tend vers l'infini, tend vers 0, à cause de l'exponentielle, mais quand R tend vers 0, elle s'annule aussi comme R2. De façon quadratique, comme une parabole. Et donc vous voyez la différence avec le cas précédent, c'est que en dimension 3, ce R2 vient du changement de variable. Et au final, ça vient du fait que la surface d'une sphère de rayon R, c'est proportionnel à R2 en dimension 3. Alors qu'en dimension 2, eh bien, la circonférence d'un cercle de rayon R, c'est proportionnel à R. Donc ça s'annule seulement comme R. Si on vous posait la question, quelle est la loi de Maxwell en dimension 4, eh bien là vous auriez un coefficient en R puissance 3. Et en dimension n, vous auriez un coefficient en R puissance n-1. Alors la question suivante, c'est de donner dans la distribution de Maxwell la valeur du rayon R le plus probable. Et
trouver aussi la moyenne, ce qui n'est pas la même chose. Alors la valeur de R le plus probable, c'est là où la probabilité maximale, c'est donc le maximum de cette courbe. Donc pour trouver le maximum de cette fonction, il faut dériver par rapport à R et demander que la dérivée est nulle. Donc lorsque vous dérivez cette expression par rapport à R, et bien ici la dérivée de R2 ça fait après 2R, il reste l'exponentielle, et ensuite la dérivée de l'exponentielle par rapport à R, ça nous fait sortir moins 2R sur 2 sigma 2, il reste l'exponentielle et il reste R2. L'exponentielle est non nulle, donc on peut simplifier. Le facteur R ici, on le simplifie. Il nous reste ici à gauche 2, moins, et ici il nous reste R2 sur sigma 2. Et donc on déduit que R est égal à racine de 2 fois sigma. Donc voilà, cette valeur ici, le maximum, c'est donc sigma qui est donné, fois racine de 2, donc fois 1,4 à peu près. Et l'autre question, c'était de calculer la valeur moyenne de R, sachant que R parfois est très grand, très petit, et donc en moyenne, où est-il? Donc par définition, de la moyenne, ou de ce qu'on appelle aussi l'espérance, c'est les valeurs de R fois la probabilité P de R dr, intégrée sur toutes les valeurs possibles de R. Or ici, R c'est une distance, donc il faut intégrer entre 0 et l'infini, car R est positif. Donc mathématiquement, ça nous fait l'intégrale entre 0 et l'infini, R fois cette fonction, donc ça fait R fois R2, ça fait R3, l'exponentielle, et il y a cette constante 1 sur Z devant. Alors, pour calculer cette intégrale, comme toujours, on fait un changement de variable pour faire apparaître ici exponentielle de moins x2. Donc on pose grand X égale R sur sigma. Donc dr c'est sigma fois dx. Donc il y a un sigma qui va sortir, mais avec R3, il y a aussi un sigma 3. Donc au final, il y a sigma 4 qui apparaît, divisé par z. Il apparaît cette intégrale. Cette intégrale, eh bien, d'après l'aide du texte, est égale à 1,5. On peut aussi utiliser le logiciel de calcul formel XCAS. Bon, mais le problème, c'est qu'il nous faut cette constante de normalisation Z, qu'on n'a pas ici. Donc pour la calculer, comme toujours, la constante de normalisation, on utilise le fait que l'intégrale totale de la mesure de probabilité est égale à 1 sur tout l'espace, donc pour R compris entre 0 et l'infini. Voilà, donc ça nous fait que P de R, d'après cette expression, c'est 1 sur Z R2 exponentielle, fois dr, intégré sur tout l'espace, est égal à 1. On remplace par le même changement de variable, ça nous fait apparaître ici x2 dx, et à cause de ce R2 dr, il y a un sigma 3 qui apparaît devant. Il nous reste cette intégrale ici. Cette intégrale, d'après l'énoncé, c'est racine de pi sur 4. Et on déduit donc en passant z à gauche que z est égal à sigma 3 fois racine de pi divisé par 4 divisé par z. Sigma 3 fois racine de pi sur 4. Voilà, comme on a trouvé z, on le remplace dans cette expression. Et ça nous fait au final que l'espérance, la moyenne, c'est sigma 4 sur 2 divisé par z, donc divisé par sigma 3 racine de pi fois 4. Ensuite, 4 sur 2, ça fait 2. Sigma 4 sur sigma 3, ça fait sigma. Et il reste racine de pi. Donc l'espérance, c'est 2 sigma sur racine de pi. Lorsqu'on prend la calculatrice, 2 sur racine de pi, c'est à peu près égal à 1,1. Donc l'espérance, c'est 1,1 fois sigma. C'est donc légèrement plus petit que la valeur la plus probable. Un peu plus petit que racine de 2 fois sigma. Donc la moyenne se trouve ici un petit peu à gauche, en fait. Mais bien sûr, ce qui est important à retenir, c'est l'ordre de grandeur. Il faut savoir que le maximum, et l'ordre de grandeur, c'est sigma, et pareil pour la moyenne. C'est de l'ordre de sigma.